Non, ça va. Et donc, je vous demande, est-ce que vous avez vu l'activité que j'ai postée récemment sur Chanson douce? Et avant, juste pour l'organisation ici, bonjour à tous et à toutes. On est le 6 avril pour ce cours des romans. On est le deuxième semestre de 2020, mais la date, c'est le 6 avril 2021. Dans les cours de littérature française roman à l'Université de Brasilia. Et donc, est-ce que vous avez vu l'activité que j'ai postée sur Chanson douce? Parce que dans les documents éditables sur Google Drive, il n'y a aucun nom. Donc, je partage ici l'écran pour vous montrer cette activité au cas où vous n'avez pas, vous ne l'avez pas vu. Et comme on compte faire le débat la semaine prochaine, donc normalement, vous avez ici ma salle virtuelle, littérature française romance, et vous avez ici dans la colonne à gauche le canal général, celui de cours, tout simplement. Et nous avons ici activités de cours, c'est où vous recevez la notification des activités de cours. Par contre, si vous venez ici, ça dépend de votre de la langue que vous avez paramétrée ici, trabalhos. Et donc, je vais ici, c'est plus simple, activité de cours. Donc, nous avons ici lecture, lecture de soumission. C'était, comme je vous ai dit, c'était plutôt, j'ouvre ici juste pour vous montrer comment ça marche en fait. C'est ce qui était attendu pour aujourd'hui, mais vous pouvez encore regarder ces interviews dans les jours à venir. Donc, exhibition de l'élève. Nous avons ici lecture des soumissions de Michel Houellebecq. Chers élèves, voici quelques interviews avec Michel Houellebecq pour vous aider à mieux connaître l'auteur. En plus, vous trouverez ici le livre audio de soumission au cas où vous voulez lire et écouter le livre en même temps. Ça, c'est important surtout pour avoir un rythme de lecture parce que soumission sera le livre le plus long et le plus difficile, dont le langage est le plus complexe. Et c'est le plus long aussi. Ce livre audio, en fait, c'est un audio que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi chercher ça sur YouTube. Mais je l'ai mis ici en MP3. C'est moins lourd comme document. Et c'est intéressant de suivre la lecture avec l'audio. Et donc, ce qui est intéressant, il y a des pour et des contre. Je commence par les contre, à mon avis. Quand on suit la lecture avec un livre audio, le texte écrit et le livre audio, j'ai un peu l'impression que on suit le rythme de la lecture de l'audio, et parfois nous avons besoin d'arrêter la lecture pour réfléchir, pour essayer de comprendre, pour se former les images mentales dans la tête. Et comme le livre continue, on est forcé, on est poussé à continuer la lecture sans faire cette réflexion. C'est ce que Roland Barthes, par exemple, dit de la lecture, de lever la tête quand on lit. On lit un livre et tout d'un coup, on lève la tête, on réfléchit à propos de la lecture et on revient à la lecture, on baisse la tête encore une fois. Et je crois que ce texte de Roland Barthes est dans les livres Le degré zéro de l'écriture, si je ne me trompe pas, le titre, ou le degré zéro, c'est tout, si je ne me trompe pas. Et donc, mais par contre, là, je suis dans les contres. Mais par contre, ça vous donne un rythme de lecture intéressant.
Et vous avez quelques options de rythme aussi. Comme vous savez, sur YouTube, peut-être pas avec le document MP3, mais avec la vidéo sur YouTube, vous pouvez changer la vitesse. Donc, vous pouvez ralentir la lecture et vous pouvez la mettre plus vite, au plus vite possible, comme 2 fois plus vite. Et comme ça, si vous regardez ce livre audio, il a une durée de 6 heures et demie, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez que si vous vous organisez pour 1 heure par jour, en 6 jours, à 7 jours, vous finissez la lecture de ce roman. D'accord? Et comme je vous dis assez souvent aussi, pour la lecture d'un roman, vous n'êtes pas censé chercher chaque mot non connu dans un dictionnaire. Je le réaffirme, je le dis assez souvent, cette même chose, mais laissez couler, laissez aller la lecture. Ne vous inquiétez pas par rapport au vocabulaire. Essayez de comprendre dans les contextes. C'est le meilleur conseil à vous donner, surtout avec une lecture si longue et complexe. Et puis, nous avons ici, finalement, je partage avec vous la lettre ouverte. Je vais en parler aujourd'hui, publiée par l'auteur en 2020 sur la pandémie du coronavirus. C'est parce que, en fait, je vais parler un peu de posture d'auteur, de sa figure publique, de l'occupation de l'espace public par l'auteur, et donc espace autobiographique, espace intime, espace public, privé. Je vais parler de ce sujet aujourd'hui dans cette présentation de l'auteur. Donc, vous avez tout ça ici. Ça, c'était, je fais comme une activité, mais c'était une façon de partager le matériel avec vous de façon plus organisée et de vous faire pas prendre conscience, mais remarquer l'activité. Parce que si je partage juste dans notre canal général, peut-être vous pensez que c'est juste une curiosité, une suggestion. Mais ça reste comme suggestion, mais c'est un peu plus qu'une suggestion. Et ici, l'analyse de l'œuvre Chanson douce. Je vais vous montrer aussi l'activité. Voilà, les instructions sont dans le document. J'ouvre ici le document. Voilà. Donc, je vous ai dit ici, lisez les sujets d'analyse proposés ci-dessous. Pardon, ça bouge ici la page. Voilà. C'est stable maintenant. Lisez les sujets d'analyse. 2 secondes, je ne sais pas si j'arrive à zoomer. Non, j'arrive pas. Je m'excuse pour la taille ici de la page. Donc, lisez les sujets d'analyse proposés ci-dessous sur les romans Chansons douces de Leila Slimani. Suivez, vous voyez ici qu'il y a un hyperlien, ce lien sur Google Drive, et mettez votre nom devant un des sujets disponibles. Vous allez débattre les sujets choisis en petit groupe le 8 avril en cours, donc jeudi prochain, d'ici 2 jours. Et donc, j'arrête ici. Non, je le fais après. Pour vous montrer les documents sur Google Drive. B. Après la discussion en classe, faites un commentaire avec vos propres mots à propos du sujet choisi. Donc, vous allez écrire un petit texte, un petit commentaire à propos du sujet que vous avez choisi et débattu, et que vous aurez débattu avec vos camarades de classe. Ça va compliquer ça, n'est-ce pas? Donc, votre commentaire doit être fondé sur la lecture du roman et justifié à partir des extraits du livre et doit être remis avant le 12 avril, donc lundi de la semaine prochaine. Je vous donne
Donc, jeudi, vous aurez le débat et vous aurez encore 4 à 5 jours, peut-être 4 jours pour me rendre ce petit commentaire. Ça fait, j'ai mis ici entre 400 et 500 mots. C'est pas beaucoup, c'est une demi-page. D'accord? Donc voilà, et nous avons les 4 sujets disponibles ici. Je vais le lire dans le document sur Google Drive parce que là, j'arrive à zoomer la page. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est plus ou moins, c'est le même, la même procédé du choix des livres de la dissertation. Vous devez suivre les liens et choisir un des sujets des discussions proposées, mettre vos noms, votre nom devant le sujet choisi. Ici, je zoome, je pense que je mets à 200%. Voilà. Donc, nous avons comme premier sujet, Leila Slimani affirme dans une interview que l'espace domestique est un espace politique. À partir de votre lecture du roman Chanson douce, commentez cette affirmation tenant compte, par exemple, de la relation entre Myriam et Louise, c'est-à-dire patronne et employée, et nounou. Et là, vous êtes libre pour choisir cette discussion d'un espace domestique comme un espace politique. Cette relation à partir de, par exemple, employeur et employé, patronne et bonne ou nounou. Vous pouvez choisir aussi l'exploitation d'une femme par une autre femme. C'est encore la politique, quelque chose qui se passe dans l'espace intime de la maison. Et je continue ici où entre Myriam et Paul, donc la politique de l'intime entre homme et femme, mari et femme, épouse, etc. Ou entre les couples et Louise. Je vous donne ici, par exemple, donc vous pouvez aussi explorer, cette dynamique de l'espace domestique comme espace public, politique, du point de vue des enfants aussi. La relation de Louise aux enfants ou les parents aux enfants. Donc ici, c'était plutôt des exemples pour éclairer un peu la proposition de discussion. Le deuxième sujet, c'est une nounou est accueillie à la maison pour remplacer les parents qui sont au travail. Sa tâche, la tâche à la nounou, est de combler les enfants de soins et d'affection. Combler, remplir, n'est-ce pas, les enfants de soins et d'affection. En revanche, elle touche un salaire. Réfléchissez sur cette relation contractuelle d'amour rémunéré et tout ce qui en découle au niveau des relations humaines. N'est-ce pas? C'est quelque chose de très délicat aussi, à laquelle on peut réfléchir, n'est-ce pas? On demande du soin et de l'affection, mais on paye pour cela. Et quel est ce rapport entre affection et l'argent, n'est-ce pas? Troisième sujet, on parle beaucoup du rôle de la femme dans la société actuelle. Pourtant, cet enjeu n'est pas absolu ni universel et varie selon la classe sociale. Discuter le rapport entre maternité et classe sociale évoqué dans le livre à partir des personnages de Myriam et Louise. Parce que ici, nous avons deux personnages de femmes qui jouent des rôles sociaux différents.
et qui est ce rôle social différent a un rapport avec la classe sociale, n'est-ce pas? Évidemment, c'est un rôle social et ça a un rapport avec la classe sociale, mais ce que je vous demande, c'est le rapport de la maternité dans différentes classes sociales, n'est-ce pas? Certaines classes sociales, nous avons la possibilité d'être une mère plus présente, par exemple, n'est-ce pas? Et le quatrième, le dernier, mais pas moins, les romans chansons douces s'ouvrent avec une scène de violence atroce. Par contre, il y a dans les romans d'autres rapports de violence plus ou moins explicites, comme la violence de genre, homme-femme, la violence des classes sociales, les parents et Louise, par exemple, la violence économique, la violence symbolique et autres. La violence économique, par exemple, par rapport à ces rapports aux classes sociales, mais aussi les migrantes. Vous pouvez explorer un peu ce côté-là. Et la violence symbolique, genre exemple de violence symbolique. Peut-être la peur que Louise fait aux enfants quand elle joue avec les enfants. La scène de la carcasse de poulet, aussi, il y a un côté symbolique là-dessus. Donc, essayez de penser à propos de ces questions. Analyser les panoramas de la violence présent, donc le panorama présent, n'est-ce pas? Le panorama de la violence présent dans le roman, qui est un portrait de la société actuelle. De la société française, mais on peut penser à la société brésilienne aussi. D'accord? Donc, vous avez vu l'activité sur sur Microsoft Teams. Vous suivez le lien, vous arrivez ici et donc vous choisissez le sujet que vous voulez et on s'organise, on va se mettre en groupe jeudi prochain. Donc, ça c'est important. La dynamique de ce débat jeudi va se passer comme ça. Je vais vous donner, je ne sais pas, une demi-heure ou 40 minutes de discussion ensemble. Je vais faire comme la dissertation, je vais faire le tour du groupe, je vais discuter un peu avec vous. Daniel, je te donne la parole, je viens de voir que tu as levé la main, je vais juste finir ce commentaire. Donc, je vais passer dans les groupes, discuter avec vous, répondre aux questions ou vous provoquer un petit peu. Et puis, on revient dans ces groupes, ces grands groupes, tous ensemble, et vous allez présenter rapidement une synthèse de votre discussion à vos camarades de classe. Parce que, comme ça, vos camarades de classe auront une idée plus large des possibilités de discussion autour de ces romans. D'accord? Daniel? Daniel? Bonjour, oui. Non, avant de choisir les groupes, j'aimerais savoir comment ça se passerait la dynamique parce que je voulais justement savoir si vous allez faire comme la dernière rencontre en faisant des petits groupes et après, je me posais la question, c'est si nous allions rester juste avec ces groupes-là et juste avec cette question-là. Oui, non. En fait, on va passer du petit groupe au grand groupe dans lequel... Ah, et ça c'est intéressant aussi. Je vous laisse libre pour intervenir dans la présentation de vos camarades de cours, de classe. Donc vous allez choisir un sujet et vous allez débattre ce sujet avec vos camarades de classe. Mais peut-être vous avez un intérêt ou pendant la présentation de notre groupe,
vous avez une question, vous levez la main, vous posez votre question au groupe, le groupe répond. On peut avoir une discussion si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse. Évidemment, on va faire cette discussion en tout respect, n'est-ce pas? On respecte l'autre si nous avons des divergences, mais quand même, on est libre là pour avoir des divergences, d'accord? Et faire avancer le débat, D'accord. n'est-ce pas? D'accord, c'était juste ça, professeur. Merci. D'accord. Je profite ici pour vous présenter Joby. Ah, Joby! Parce que comme je suis ici dans cette petite pièce au fond, c'est juste à côté de leur toilette, donc il est venu. Ah, d'accord. Puis là, vous avez un autre aussi, hein? C'est ça? Oui, c'est Élise. C'est Élise, oui. une chatte, voilà, une Oui. femelle. Et Et Cécile, Caïton, comment ça va? ouais, ça va très bien. Oui? Ouais, il passe bien, il mange bien, et il grandit aussi, il se développe. Ouais, ça va. Oui, Là, super. ces premières semaines sont peut-être un peu plus difficiles parce que c'est l'adaptation, son adaptation au monde, notre adaptation à lui, et en plus, euh, il n'y a pas trop d'heures pour dormir, pour manger, donc peut-être pour J'imagine. ça que parfois je vous réponds à 2 heures du matin ou je sais pas, l'après-midi, là, euh, l'heure de travailler, c'est quand on est éveillé. Qu'elle dort. Bon, félicitations à toi et ta femme. Merci. Si un jour il est avec moi dans le Isling pendant les cours, je vous le montre. D'accord, C'est super. bien, ouais, il est bien mignon. Je peux vous montrer une photo aussi récente. Euh, attendez. Emily a dit ce que j'aurais dit. Oh mon Dieu, il est mignon. En fait, il ressemble plus à sa mère que. Bon, Ouais. Mais mais voilà. Mais je sais, félicitations, vraiment. merci. Je sais que les pieds sont les miens, en fait. Et l'aîné aussi. Le reste, je pense qu'il ressemble à sa mère. Donc, Cécile, tu t'as dit, qu'est-ce que tu as dit? Les Ah, d'accord. documents, les documents, il n'est pas éditable, mais d'autres personnes ont déjà sollicité. Ah, d'accord. Faites attention parce qu'assez souvent, si vous suivez le lien à partir d'un portable, depuis un portable, normalement, ça marche pas. Il me semble que vous devez avoir Google Drive sur le portable. Si vous le faites à partir d'un ordi, normalement, ça marche. D'accord? Ah oui, d'accord. Au pire, envoyez-moi un message privé et s'il y a encore de la place, je mets votre nom. D'accord? Je ne vais pas le faire maintenant, sinon on va utiliser les temps du cours pour faire euh, ce, ce, ce travail, quoi. Et donc, ou sinon, vous pouvez vous entraider. Si quelqu'un a l'accès facilement, vous échangez des messages entre vous et vous faites vous-même ce partenariat entre vous pour mettre les noms dans le sujet. Gabriel? Prof, c'est juste parce que je viens de faire ce que tu viens de dire, mais ça marche pas, même pas l'ordi, parce que ici, ça montre que le document est restreint. D'accord. Il Donc, n'est pas éditable et donc, on a besoin de solliciter l'accès. d'accord. Donc, je vais essayer de simplifier les choses ici. Je vais faire un nouveau lien.
et je vais le partager ici dans le chat. Par exemple, ici, donc vous voyez, c'est copier o link. Je sais pas, ouais, vous voyez ici, n'est-ce pas? Copier o link, qualquer pessoa na internet com este link pode ver. Ah, pode ver. Pardon, c'était qualquer pessoa com o link. Voilà. Oui, je suis désolé, je pensais que qualquer pessoa da internet com esse link pode editar. Voilà. Donc, je recopie le lien ici. Je vais le partager ici dans le chat. Mais je vais le mettre aussi, je ferme ici l'activité. Et activité de cours. Maintenant, ça marche. Ça y est. Merci pour l'observation. Donc, je vais mettre ici dans les commentaires de l'activité aussi le lien. Et après le cours, je corrige dans le document de l'activité pour les autres qui ne sont pas là ou s'ils essayent quand même. D'accord? Donc, c'est bon, là, vous pouvez mettre vos noms devant le sujet choisi. Donc, là, à présent, vous êtes 9 personnes. Donc, j'ai mis 16 places, mais on est 25, 27 inscrits dans ces cours. Je l'ai fait exprès parce que je veux quand même avoir des groupes plus ou moins uniformes. Donc, dès qu'on remplit les 4 positions dans chaque groupe, j'ouvre encore quelques places. Donc, respectez les 4 places, d'accord? Ne surpassez pas ce nombre-là, je le ferai au cas où, d'accord? Et c'est bon, vous avez encore des questions? Je vois là que ça marche, ça avance. Et voilà. Donc, vous avez encore des questions par rapport à cette activité jeudi? Non. Ok, cool. Ça va. Et merci. Gabriel, tu peux baisser ta main? Ou je le fais moi-même? Oui. Oui, je l'ai fait. Ouais, je viens de le faire. Non, c'est pas grave. Et deuxième point important pour aujourd'hui, avant d'entrer dans Michel Houellebecq. Vous m'avez rendu donc la première étape de la dissertation, c'est le sujet de recherche et une bibliographie préliminaire, n'est-ce pas? Je vais vous rendre les commentaires fin d'après-midi aujourd'hui. Et pour la problématique, je crois que je vais vous donner encore 1 ou 2 jours. Probablement, je ne vais pas corriger ça avant dimanche. Donc, probablement, je vais laisser l'activité ouverte jusqu'à samedi soir. Et juste un petit commentaire. Vous avez déjà la vidéo qui explique comment ça marche la dissertation. Et vous avez aussi les consignes de l'activité, la deuxième étape, etc. Mais juste un petit commentaire ici. La problématique, en portugais, on peut traduire comme problème de pesquisa, c'est la transformation de ce sujet, parce que le sujet, normalement, comme sujet général, je dirais, ça reste quand même quelque chose de large. Et la problématique, elle va vous aider à restreindre un peu
l'analyse. Et l'idée que je vous propose avec cette... Ça, c'est une question méthodologique, en fait. Ça peut sembler un peu bête quand ça, je vous donne ça comme une étape de la dissertation, mais l'idée, c'est de transformer les sujets de recherche dans une question. Cette question, elle sera un peu plus spécifique que le sujet général du début. Elle va vous aider à cibler un peu plus l'objet d'analyse. Et d'une certaine façon, quand on l'a fait sous la forme d'une question, c'est plus facile de penser à la dissertation comme une réponse à cette question. C'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit d'une procédure méthodologique, n'est-ce pas? Et c'est ça. Et en fait, l'objectif, en plus, c'est de vous donner cette... Il y a ce double sens. C'est de vous aider à cibler les sujets de recherche. Et par contre, ça vous aide à organiser la tête pour répondre à une question. D'accord? C'est-à-dire que cette problématique, cette question, problème, d'une certaine façon, ouais, c'est ça. Elle vous prépare à répondre à quelque chose, à organiser le texte sous la forme d'une réponse. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est ça peut fonctionner presque comme une hypothèse de recherche ou de réponse, n'est-ce pas? Vous avez la lecture du livre, une idée à développer, et quand on transforme, on fait cette transformation du sujet en problématique, ça peut jouer le rôle d'une hypothèse, n'est-ce pas? Vous partez du principe que est-ce que ça est vrai dans cette œuvre? Et vous répondez oui ou non, par exemple, ou peut-être, ou oui, mais donc c'est à vous aussi d'organiser votre pensée autour de la question. D'accord? Vous avez des questions par rapport à la dissertation, à la problématique? Et donc, je vais vous rendre les commentaires cet après-midi. Et si vous avez des questions par rapport à cette transformation, ou si vous voulez discuter quelque chose, écrivez-moi sur les chats privés. Donc, n'hésitez pas. Et donc, passons au cours d'aujourd'hui, ce débat sur Michel Houellebecq. Et je vous demande déjà, est-ce que vous avez regardé une ou plusieurs interviews parmi les 3 interviews que je vous ai envoyées? Je le fais ici. Je partage l'écran encore une fois. Donc, ici, c'est l'activité de chanson douce. Voilà. La tâche, l'exercice sur soumission. Et... vous voyez ici que, pour moi, quand vous voyez non entregue, c'est parce que vous n'avez même pas regardé ce qui est l'activité. Donc, j'ai 3 personnes, 4 personnes qui ont regardé quand même ce qui était l'activité. Je vous montre ici, je fais l'activité ici. Donc, si vous entrez dans les documents Word, ici, vous avez les consignes, n'est-ce pas? Donc, après la lecture et la discussion de... Ah non, pardon, pourquoi ça? Ah oui, sur Chanson douce, Leïla Slimani, il est l'heure maintenant de nous plonger dans la lecture des soumissions de Michel Houellebecq, le 2e roman que vous lirez pour ce cours. Pour ce faire, j'ai choisi 3 interviews avec l'auteur pour vous faire découvrir ce maître de la polémique de la littérature française contemporaine, ainsi qu'une lettre ouverte de Michel Houellebecq publiée en 2020
à propos de la pandémie du coronavirus. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va discuter aujourd'hui l'utilisation de l'espace public par l'auteur. Et je vous explique un peu plus ce sujet tout à l'heure. Et après les avoir regardés, il y a une faute il faut faire l'accord ici, d'accord? Après les avoir regardés avec ES à la fin, je corrige ça après, je vous invite à commencer la lecture du roman. Le document PDF est disponible dans les archives de notre salle virtuelle, ainsi comme le livre audio MP3. Donc, allez-y. Et ici, vous avez les interviews, vous pouvez les regarder ici, ou vous pouvez suivre les liens et aller sur YouTube. Et moi, je vais mentionner ces interviews aujourd'hui au fur et à mesure qu'on avance dans cette discussion. Pour ceux 4 personnes qui ont au moins regardé l'activité, vous avez regardé une de ces interviews ou pas? Gros silence. Donc, est-ce que je sais que Daniel, parce que Daniel a commencé ce cours de roman avec moi le semestre dernier et a dû l'interrompre avant la fin. Sinon, les autres, est-ce que vous connaissez Michel Houellebecq? Vous avez déjà entendu parler de Michel Houellebecq? Vous avez déjà lu Michel Houellebecq? Il y a quelqu'un aussi qui fait la dissertation sur extension du domaine de la lutte, si je ne me trompe pas. Encore un grand silence, c'est-à-dire que personne ne connaît Michel Houellebecq. Cécile, oui. Et peut-être je vais commencer par partager encore une fois mon écran avec vous. Et vous voyez ici, c'est quand on met Michel Houellebecq sur Google Images, c'est ça que nous avons ici. La figure, le visage, la tronche de Michel Houellebecq. Et donc, vous voyez qu'il fait un type assez bizarre. Plus il vieillit, plus il a l'air d'un personnage sombre, sournois ou bizarre même. Et pourquoi je vous montre les images de Michel Houellebecq? Justement parce que je vais parler aujourd'hui des postures d'auteur et de cette mise en scène de l'auteur dans l'espace public. D'accord? J'entre un peu plus dans ce débat. Donc, vous voyez ici, par exemple, quand il était plus jeune, ici, nous avons une image de Michel Houellebecq un peu plus jeune. Donc, il faisait une tête assez normale. Et puis, nous avons toujours ce fétiche avec la cigarette chez les auteurs, les écrivains, certains musiciens aussi. Si vous pensez à Serge Gainsbourg, les chanteurs, compositeurs magnifiques français, il avait toujours la cigarette aussi entre ses doigts. Raison pour laquelle il y a le... Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non, j'aimerais juste profiter de ces commentaires pour dire au moins Gainsbourg est charmant. Ah oui. Oui, Gainsbourg, il était très charmant. Ouais. Et Michel Houellebecq, non, il n'est pas... il est charmant à sa manière. Moi, je dirais qu'il est charmant. Non. Et, non. Et je pensais ici, si vous ne connaissez pas
il y a un court, si je me trompe, c'est un court métrage, je ne sais pas s'il a été transformé en long métrage. C'est un film qui s'appelle Café et cigarette ou Entre café et cigarette. C'est un film, si je ne me trompe pas, de Jim Jarmusch, un réalisateur, américain, si je ne me trompe pas. Et il joue les personnages, les acteurs dans ces courts-métrages. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai regardé ce film. C'était Iggy Pop, l'icône de la musique du rock punk. Si je ne me trompe pas, c'était Tom Waits, qui est un personnage intéressant aussi de la musique alternative. Et ils sont là dans cette discussion à propos de café et cigarettes. Donc, ils parlent de café et de cigarettes. Et donc, il y a toujours la cigarette est ses compagnons, c'est une espèce de protection aussi à la solitude, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et vous voyez ici, donc c'est important aussi de voir un peu cette composition visuelle, non verbale de l'auteur. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que Michel Houellebecq est un de ces genres d'écrivains qui mélange, qui fait confondre l'écrivain, l'auteur et les narrateurs. Et on verra ça dans le roman, dans les cas ici, le roman de Soumission. Il y a des propos dans ces romans, Soumission, qui sont des propos pas forcément défendus par Michel Houellebecq dans les interviews ou dans la presse, dans d'autres endroits publics, pas forcément ou pas ouvertement défendus, mais quand même, il met en cause, il met en débat ces sujets-là. Et assez souvent, comme ces romans sont écrits en première personne, ce sont des narrateurs personnages, ça renforce cette confusion entre les narrateurs personnages, l'auteur, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui est l'auteur et ce qui est l'écrivain. Il y a un débat, parfois on prend l'un par l'autre, mais ce sont des instances différentes. Une chose, c'est l'écrivain, l'autre chose, c'est l'auteur. Et ici, à côté, je vous donne encore deux exemples d'écrivains qui jouent ces personnages dans l'espace public. Comme vous savez, moi, j'ai étudié Louis-Ferdinand Céline dans mon doctorat. Et Céline, Céline est une des références de Michel Houellebecq. Et Céline, comme Michel Houellebecq, ce sont des écrivains controversés. Et assez souvent, pas assez souvent, ou peut-être avec raison, liés à la droite. D'accord? Avant que vous ne me posez pas la question, ou avant que vous ne me posez la question, je ne suis pas de droite, d'accord? Mais on n'a pas besoin d'être de droite pour étudier un écrivain, un auteur ou une théorie de droite, quand même, d'accord? Et c'est drôle aussi de dire ça parce que récemment, je cherchais de la critique à propos de Soumission et j'ai retrouvé la seule chose que j'ai retrouvée en portugais, c'était un texte de Olavo de Carvalho dans son blog sur ce roman. Et en fait, le texte de Olavo de Carvalho, je l'ai lu presque tout entier sur Internet. Et ce qu'il fait, c'est juste de raconter avec ses propres mots l'histoire du roman, une espèce de résumé commenté. Il n'y a pas de grandes réflexions là-dessus.
Mais bon, Céline, il est cet écrivain polémique aussi, qui est devenu un écrivain engagé. Je vais revenir après dans les cours, dans les prochains cours, dans le débat sur les écrivains engagés et la responsabilité de l'écrivain. Parce que des écrivains comme Michel Houellebecq et Céline, qui provoquent, qui sont des provocateurs, qui aiment la polémique, qui contribuent d'une certaine façon au débat, on va toujours les appeler à cette responsabilité. Est-ce qu'on peut poser toutes sortes de questions? Est-ce qu'on peut provoquer toutes sortes de débats? Et là, par exemple, avec les romans Soumission, Michel Houellebecq, il nous fait une provocation assez importante, n'est-ce pas? Et dans une des interviews que je vous ai suggéré à regarder, on lui pose la question sur si ce roman, quelque chose comme ça, s'il avait peur que ça devienne réalité. C'est-à-dire que la France soit gouvernée par un président musulman qui se radicalise. Et en fait, il a répondu que non, que ça c'est juste de la fiction, c'est de l'imagination, mais que la première partie du roman, qui d'une certaine façon fait un portrait de la société française aujourd'hui, il est beaucoup plus inquiétant que l'imagination qu'il fait dans la suite. Parce que c'est la réalité déjà, la première partie du roman. Donc, Céline, par exemple, dans son cas, il va, et quand on parle d'écrivains engagés, je vais pas aller trop loin dans ce débat aujourd'hui, mais assez souvent, on associe cet engagement à un engagement positif, un engagement des gauches, humanitaire, responsable, etc. Mais non, parce qu'on peut s'engager aussi dans une position politique condamnable, par exemple. C'est le cas de Céline, qui a défendu le nazisme, en quelque sorte. Il se liait à des intellectuels nazis pendant l'occupation allemande dans la Seconde Guerre mondiale. Et aussi, il a publié une série de pamphlets antisémites dans lesquels il attaquait atrocement les Juifs à l'époque. Et puis, il va renier ça, il va dire qu'il n'a pas demandé la mort ou l'assassinat des Juifs, mais quand même, c'était très violent dans une époque dans laquelle les Juifs étaient déjà persécutés, n'est-ce pas? Et donc, on peut se poser la question à propos de Michel Houellebecq aujourd'hui. Quand il propose un livre pareil en 2015, par exemple, de faire, dans une des interviews, on lui pose cette question aussi, s'il n'a pas envie ou ce qu'il cherche n'est pas faire peur à la société et contribuer aux préjugés contre la société musulmane, n'est-ce pas? Et par exemple, il y a dans une réponse qu'il dit que les musulmans votent comme ça. Et les journalistes disent non, mais tu ne peux pas essentialiser les musulmans comme ça, parce que la communauté des musulmans n'est pas uniforme. Vous voyez? Et il crée son image des musulmans comme si la communauté musulmane se comportait de la même façon. N'est-ce pas? Et il dit oui, mais les musulmans ne vont pas voter pour le mariage gay. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas dire que tous les musulmans votent pareil. Donc, vous voyez que c'est un débat important, mais parfois il est dangereux aussi. Mais quand on pense à une république démocratique, etc., l'espace public, c'est l'espace du débat, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, les trois interviews
que je vous ai invité à regarder, ce sont des interviews françaises, c'est-à-dire, je veux dire avec cela qu'elles ont été faites par des journalistes français. Et les journalistes français, ils sont un peu plus agressifs que les journalistes brésiliens, par exemple. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Une des trois, c'est avec David Pujadas, qui était les grands journalistes français, je vais dire les grands journalistes de la télé, en fait. C'était une espèce de William Bonner, mais beaucoup plus critique. On va dire un peu comme ça. Et c'était lui qui gérait les débats présidentiels, par exemple. Et dans cette interview avec David Pujadas, il est un petit peu plus peut-être sobre, équilibré, mais quand même, il conteste Michel Houellebecq dans ses propos, assez souvent. L'autre, celle qui est, je ne sais pas si c'est France Inter ou quelque chose comme ça, le journaliste est beaucoup plus incisif dans ces questions et à contre-argumenter aussi les réponses de Michel Houellebecq. Donc, vous voyez que Michel Houellebecq est peut-être l'écrivain français de l'actualité le plus célèbre et le plus lu aujourd'hui en France. C'est peut-être l'auteur français le plus lu au monde aujourd'hui. Même si la polémique comme ça, même si parfois c'est abject, ce qu'on lit dans ses romans. Et assez souvent, c'est abject. Et l'autre, la troisième interview, c'est un talk show. Donc, il y a plusieurs personnes, on intervient, c'est un peu plus chaotique, mais vous voyez que c'est très animé quand même. Et si vous suivez sur YouTube, vous allez retrouver une interview donnée par Michel Houellebecq au Danemark. Et là, on voit la différence de journalistes. Et c'est que je voulais dire, les journalistes danois du Danemark, ils interviewent Houellebecq presque comme avec une certaine idolâtrie. Il dit n'importe quoi, il rigole, et ça semble un peu forcé. Et les journalistes français, ils ne s'intimident pas devant ces grands auteurs. Et s'il dit une bêtise ou s'il dit quelque chose qui n'est pas convenable, ils répondent immédiatement. Donc, c'est très intéressant à mon avis parce que l'interview n'est pas facile. On ne reçoit pas quelqu'un comme ça pour le laisser dominer l'interview ou pour le laisser tranquille pour dire ce qu'il pense. D'accord? Ça, c'est quelque chose que moi, j'admire beaucoup dans le journalisme français de manière générale. Ça, ce n'est pas une exclusivité de la France quand même. Ça dépend un peu. La CNN, maintenant au Brésil, elle essaye de faire un peu pareil. Et il y a une célèbre interview de Dilma Rousseff à Al Jazeera. Et c'était très intéressant parce que le journaliste, il essayait d'être agressif avec plusieurs questions en même temps. Il interrompait Dilma pendant ses réponses et par contre, elle a su le calmer et lui dire « Attendez, mon cher, mon chéri » ou des choses comme ça, je vais vous répondre ça. Et donc, c'était intéressant parce qu'elle a eu de la force suffisante pour
à dominer un peu le journaliste qui voulait attaquer à tout prix. Mais avec Houellebecq ici, parfois, on a besoin de journalistes un peu plus agressifs quand même. Pour deux raisons. Parce qu'il dit n'importe quoi et parce que parfois, il ne répond pas. Je veux dire, il ne répond pas, il répond comme ça, je ne sais pas. On dit, mais on ne peut pas juger ces personnages, je ne sais pas, je ne juge pas, un peu comme ça. Donc, il faut le cadrer un peu plus pour qu'il réponde les questions. Et donc, je vous ai fait voir ici les images de Céline. Et vous voyez, je reviens dans les images de Houellebecq. Donc, nous avons un Houellebecq ici plus jeune, et plus il vieillit, plus il assume un visuel ou une image bizarre. N'est-ce pas? Donc, il y a cette confusion entre la personne de l'écrivain, la personne physique, avec ce qu'on attend à partir de la lecture de ses romans. D'accord? Céline, quand on le voit jeune comme ça, c'était un homme élégant. Vous voyez ici, nous avons 3 images de Céline jeune, assez élégant. Et puis, quand il vieillit, et surtout parce qu'après la guerre, il va s'exiler au Danemark et il va perdre l'argent, sa fortune, etc. Et quand il revient en France dans les années 1950, il va prendre une posture ou un visuel beaucoup plus simple, comme s'il a été maltraité par la société française injuste, comme s'il a été faussement accusé de collaboration, comme si on a inventé cette histoire pour persécuter un grand écrivain parce qu'il a trouvé un style dans la littérature. Et vous voyez que les images de Céline vieux nous montrent déjà un homme, assez souvent, on fait cette référence à lui comme un clochard, un mendigo, d'accord? Avec tout le respect pour les clochards, mais je vous montre, ça fait partie, vous voyez ici cette image de Céline avec les pantalons larges, il changeait jamais ce gilet, ici, Coolidge, il portait toujours ce gilet-là. Donc, ça renforce cette image qu'il a tout perdu injustement, qu'il a été persécuté à cause de son style littéraire et pas à cause des pamphlets antisémites. Et c'est une façon aussi de jouer ces personnages-là. Et le troisième écrivain que je vous apporte ici, c'est un écrivain un peu différent. Pardon, encore par rapport à Céline. Céline est un écrivain qui écrit une espèce d'autofiction où sa littérature, elle est en quelque sorte autobiographique, où elle a des traces autobiographiques. D'accord? Et Houellebecq, assez souvent, il y a quelque chose de lui dans ses personnages. Même si les personnages ont un nom différent, le cas de Céline, non. Le personnage, le narrateur de Céline, à partir du deuxième roman, jusqu'à la fin de sa vie, c'est lui-même. Donc, il parle de sa vie, il parle des choses qu'il a vécues, de ses opinions. Donc, c'est en quelque sorte un écrivain autobiographique ou autofictionnel. Michel Houellebecq, qui est un écrivain plus contemporain, il mélange, il fait une confusion plus grande avec ces choses-là. D'accord? Et nous avons ici, c'est un écrivain que je connais un peu moins, Karl Ove Knausgaard. Je pense qu'il est suédois, si je ne me trompe pas, ou norvégien. C'est de l'Europe du Nord.
Et pourquoi je le mets ici? Juste pour vous montrer l'attention à l'image. Et lui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez entendu parler de lui, il publie une série de grands romans autobiographiques sur sa vie, sur sa famille, c'est quelque chose de très intime. On dit que c'est une ego trip complète. Il parle de lui tout le temps, de sa famille, de son petit monde à la maison ou autour de lui. Et son livre a fait polémique parce que ça s'appelle Mon combat. C'est exactement le titre Mein Kampf de Hitler. Mais ici, il ne parle pas d'antisémitisme, il ne parle pas de guerre. Mais il utilise la même expression pour parler de quelque chose d'intime, de plutôt privé. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui écrit une espèce de récit autobiographique et dont l'image aussi compte beaucoup. Et encore une fois, vous voyez ici plusieurs photos avec la cigarette aussi, encore une fois. N'est-ce pas? Voilà. Et on reviendra dans ce domaine de l'autobiographie, de l'autofiction, avec Annie Ernaux. C'est le prochain roman, le prochain récit qu'on va lire ici ensemble. Donc, j'arrête le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon? C'est bon, n'est-ce pas? Voilà, laissez voir s'il y a encore des messages dans les chats, non? Bon, je vais entrer ici dans la discussion d'un petit article d'un professeur qui s'appelle Jérôme Meizos. Je vais mettre cet article sur Teams. Il n'est pas encore là. Je vais le mettre dans le fichier de Wilbeck. D'accord? Vous allez le retrouver là. Et donc, nous avons ici ce petit article, posture d'auteur et poétique. Ajar, Rousseau, Céline et Welbeck. Donc, dans cet article, il va discuter ces 4 auteurs. Je vous ai montré le cas de Céline rapidement ici. Et Michel Houellebecq, on va le voir. Peut-être 2 secondes, je vais juste vous montrer quelque chose. Juste pour vous donner un exemple plus clair. Je vais vous montrer l'ouverture d'un roman de Céline. Voilà, c'est Céline d'un château l'autre. C'est le premier roman de la trilogie allemande de Céline, qui sont ces 3 derniers romans. Et donc, vous voyez ici, et dans ces livres, il raconte son histoire quand il a dû quitter la France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'invasion des Alliés. Il a dû quitter la France parce qu'il était menacé de mort. Donc, il est parti en Allemagne à la fin de la guerre. Il a croisé l'Allemagne de nord à sud, de sud à nord, et puis à sud encore une fois. Et puis, il est reparti au nord pour croiser la frontière vers le Danemark. Et donc, il raconte dans ce
ce premier roman de cette trilogie, l'expérience de quelques mois, 4-5 mois, dans un château au milieu de l'Allemagne, dans lequel était hébergé le haut gouvernement français qui a quitté la France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, juste pour vous montrer ici comment il joue, comment il est narrateur et personnage en même temps. Donc, il commence ici. Ça, c'est la première phrase, le premier paragraphe du roman. Il dit ici, pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. Je le répète pour la millième fois. Donc, vous voyez qu'il commence pour parler franc, là, entre nous. C'est une conversation qu'il entretient avec le lecteur. Je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé. Vous voyez que le langage est assez informel, assez familier. Je suis né, je le répète. C'est la première phrase du roman et il dit qu'il le répète. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il nous dit dans ces romans, mais à vrai dire, il continue cette discussion des romans précédents dans lesquels il était déjà personnage. Donc, je le répète, je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine, je le répète pour la millième fois. Après bien des allers-retours, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge. Vous voyez le registre familier. Ce n'est pas il y a l'âge, c'est il y a l'âge. Vous me direz il y a l'âge, c'est entendu. À 63 ans, je deviens extrêmement ardu. Il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, de se relancer en clientèle. Si ou là, je vous oubliais. Je suis médecin, la clientèle médicale. Donc, vous voyez que je vous oubliais. C'est-à-dire, j'oubliais de me présenter encore. Je suis médecin, la clientèle médicale, de vous à moi confidentiellement, et pas seulement affaire des sciences des consciences, mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel passé 60 ans, vous pouvez faire encore mannequin potiche au musée, peut-être intéresser quelques mannequins, chercheurs d'énigmes, et ça suit. Donc, vous voyez que dès le premier paragraphe ici, nous avons un écrivain qui se présente lui-même. Donc, nous avons cette union entre l'écrivain, c'est-à-dire la personne civile, comme on dit ici au Brésil, avec un CPF, un document d'identité. Nous avons l'auteur, parce que l'auteur, comme je disais tout à l'heure, que j'allais entrer un peu plus dans ces débats, l'auteur, il est presque une entité entre l'œuvre et l'écrivain lui-même. Pour vous donner un exemple simple, peut-être plus facile à comprendre, pensez à Chick Buarque. Nous avons Chick Buarque, la personne physique, celui qui joue au football, celui qui est amateur de son équipe là, comment elle s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle son équipe de foot, Polythéâme. Il a même l'hymne de Polythéâme. Et nous avons l'œuvre de Chick Buarque, ses livres, ses chansons, et nous avons l'auteur Chick Buarque. Et l'auteur Chick Buarque est en quelque sorte cette image que nous faisons de ces compositeurs. Et assez souvent, on se dit, non, parce que Chick Buarque, il comprend l'âme de la femme, c'est un homme très sensible, et on pense peut-être qu'il était le meilleur amant, le meilleur candidat à amant au monde,
et on s'imagine des choses avec lui, je sais pas, des choses comme ça. Et peut-être c'est tout simplement quelqu'un avec imagination. Et peut-être dans la vie pratique comme ça, ce n'est pas grand-chose. Si j'ose dire un peu comme ça. Donc, il faut faire cette distinction, cette différence entre la personne physique, je crois qu'il y a une adresse à Rio ou à Paris, il a ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, il fait la marche à la plage assez souvent. Il y a l'auteur qui sait cette image projetée à partir de son œuvre et l'œuvre elle-même. Et dans les cas de Schuckwark, c'est plus simple parce qu'il ne fait pas confondre lui, Schuckwark, avec ses œuvres. Assez souvent, avec les chansons, on fait cette confusion. Mais le cas de Houellebecq, de Séville, par exemple, ça change un peu. Pourquoi que ça change? Parce que, par exemple, le cas de Houellebecq, ses romans sont presque toujours abjects, bizarres, dégoûtants, etc. Et assez souvent, nous voyons qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans ces romans. Et quand on voit l'écrivain dans les interviews, la performance de l'écrivain dans les interviews, il ne renie pas les choses qui sont affirmées dans les romans. Vous voyez, il ne laisse pas clair qu'il pense différemment. Et par exemple, dans les interviews sur soumission, ça arrive tout le temps. On lui dit, mais vous pensez que la communauté musulmane, oui. Ben non, mais le personnage, je ne dois pas les juger. Oui, mais peut-être en tant que créateur, en tant qu'écrivain, vous auriez pu faire différemment dans les romans. Non, non, parce que les romans, il a sa propre vie. Le personnage a son propre développement, évolution, sa propre évolution, etc. Donc, il reste fidèle, loyal au personnage. Quand on lui pose la question par rapport aux propos, au contenu des idées politiques qui sont présentes dans les romans, il les justifie, il les confirme. Et dans l'écriture, assez souvent, on a l'impression de voir ou d'écouter une voix qui est la voix de l'écrivain et pas du personnage. Il nous mène avec son style à confondre personnage, narrateur et écrivain. Donc, c'est quelqu'un qui joue avec cette ambiguïté tout le temps. D'accord? Et juste pour ne pas rester dans l'abstraction, je passe. Non, je ne vais pas. Non. Ah, voilà. Donc, ici, nous avons le premier paragraphe de soumission. Donc, vous avez ici le livre. Et ça commence comme ça. Ouais, voilà, vous avez donc la projection là de mon écran. Le premier paragraphe commence comme ça. Pendant toutes les années de ma triste jeunesse, Huysmans demeura pour moi un compagnon, un ami fidèle. Jamais je n'éprouvais des doutes, jamais je ne fus tenté d'abandonner ni de m'orienter vers un autre sujet. Puis, une après-midi de juin 2007, après avoir longtemps attendu, après avoir tergiversé, autant et même un peu plus qu'il n'était admissible, je soutins devant les jurys de l'Université de Paris 4, Sorbonne, ma thèse de doctorat. Joris Karl Huysmans
ou la sortie du tunnel. Dès le lendemain matin ou peut-être dès le soir même, je ne peux pas l'assurer. Les soirs de ma soutenance fut solitaire et très alcoolisé. J'ai compris qu'une partie de ma vie venait de s'achever et que c'était probablement la meilleure. Et donc, vous voyez qu'il y a ici une espèce de mélancolie. Il commence déjà pendant toutes les années de ma triste jeunesse, etc. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas l'histoire de la vie de Michel Houellebecq, mais il y a un contenu, il y a quelque chose, il y a certaines idées qui sont, sinon soutenues par Michel Houellebecq, au moins elles ne sont pas condamnées par Michel Houellebecq. Des idées que parfois il fallait les condamner publiquement. Je vous donne un exemple. En 2019, il a fait publier Sérotonine. C'était un roman aussi. Et dans ces romans, Sérotonine, il y a une description de la femme. Et par exemple, les personnages. Là, je ne me souviens plus si les personnages, les narrateurs de Sérotonine s'appellent Michel. Je pense que non. J'ai oublié les noms du personnage de Sérotonine. Mais il est marié avec une femme d'origine asiatique, comme l'épouse de Michel Houellebecq. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui rapproche le personnage et l'auteur. Et à un moment donné, il fait une description du vagin de cette femme de manière très abjecte. C'est assez péjoratif, c'est misogyne, etc. Et dans une interview à la télé, dans un talk show, on lui reproche cette description. Et sa réponse, c'est « mais c'était comme ça ». Donc, il va se dire « non, ce que je fais, c'est une description réaliste parce que c'était comme ça ». Mais si on parle de fiction, comment c'était comme ça? Donc, et vous voyez qu'il aurait pu se mettre à peu près à distance de son personnage et dire c'était la description du personnage. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce personnage, mais le personnage menait l'histoire comme ça. Non, il renforce le personnage, comme s'il pensait pareil. Vous voyez, donc, c'est un peu comme ça. Et donc, j'arrête ici la lecture de Michel Houellebecq. Je reviens dans l'article posture d'auteur. Et donc, j'entre ici dans la définition de posture. Pardon, est-ce que vous avez des questions avant tout, avant de continuer? Moi, je n'ai pas de questions, mais j'aimerais faire un commentaire. Je ne sais pas si j'attends le texte sur la posture, parce qu'il y a un rapport. Je pense que je vais parler après. Non, j'aimerais parler. Non, c'est juste parce que quand je vois des écrivains comme Michel Houellebecq, ça vient dans ma tête. C'est quoi sa responsabilité devant la société? Dans le sens qu'il touche une somme d'argent très grande. Donc, ça veut dire qu'il touche, ses écritures touchent à une grande majorité de la population mondiale. Est-ce que les gens vont les lire pour telle ou telle raison? Je ne sais pas. Même si je ne l'aime pas, j'ai bien aimé la lecture parce que ça a été pour moi, personnellement, un effort, un exercice. Mais ce qui m'inquiète le plus,
parce qu'on va dire, oui, c'est sa façon d'écrire, oui, c'est sa liberté d'écriture. Il n'est pas obligé d'assumer sa position devant ses livres. Il utilise de ses œuvres comme un bouclier. C'est un bouclier? Comme un escudo, ouais. Oui, voilà. Pour cacher ses idées, vraiment, comment il pense. Mais ce qui m'inquiète, c'est sa responsabilité. Les gens ont une responsabilité. Aujourd'hui, on demande plus aux gens la responsabilité. Hier, je ne sais pas, je suis en train de suivre Big Brother. Oui. C'est juste... Oui, c'est une comparaison faible, mais je vais le faire parce que c'est où je suis maintenant. Il y a la discussion entre c'est quoi les racismes, c'est quoi quand je fais une blague ou non. La société, elle va demander aux gens une posture, une responsabilité. Quand tu dis quelque chose devant une grande quantité de gens, il faut il faut être responsable pour ça. Et je me pose la question, est-ce qu'il se cache devant ça? Daniel? Oui? 2 secondes, parce que j'ai perdu la connexion avec mon micro. 2 secondes. OK. J'essaie de récupérer. Ça marche. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc tu disais, si on dit en public quelque chose, on doit se responsabiliser. Oui, je me dis, il est un écrivain des années 90, si je ne me trompe pas. À cette époque, il fallait faire d'argent. On ne se mettait pas à la discussion de est-ce que c'est responsable ou non. Il voulait gagner de l'argent. Il est un très bon écrivain. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas capable d'entrer dans une tête d'un Français pour dire si c'est bon ou pas, mais dans la tête des Brésiliennes qui suivent Big Brother et qui fait des jugements tout le temps, est-ce que nous sommes dans une période où on fait des jugements par rapport à la posture d'un président, d'un pays, des gens qui portent des masques ou non? Oui. Vu qu'il touche à une somme d'argent très grande, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire comme société? C'est ça qui m'inquiète le plus avec Michel Houellebecq et ces autres genres d'auteurs qui ont cet style de d'écrire. Oui, mais il faut faire attention à quelque chose, Daniel, parce que la responsabilité, elle doit toujours exister et on doit toujours demander de la responsabilité. Par contre, on ne peut pas empêcher de le dire, ni d'écrire ce qu'on veut, parce que sinon, cela, c'est de la censure. N'est-ce pas? Et oui, non, il y a quelque chose, oui, mais il y a quelque chose aussi d'important que le domaine de l'art, les domaines de la littérature, ou dans les domaines de l'art, dans les domaines de la littérature, ce sont des espaces de fiction dans lesquels il est possible de faire ce reflet, ce parallèle de la société. Parce que ces questions, si elles sont dans la littérature, c'est-à-dire qu'elles sont aussi dans la société. Oui, n'est-ce pas? Oui. Si ce genre de questions sont posées par la littérature, c'est parce qu'elles sont présentes dans la littérature. Et Houellebecq, quand il se défend plus ou moins de ses propos polémiques, il dit qu'il
il se résume à dire que il est une espèce d'écrivain réaliste, et ce qu'il dit, il n'invente pas, il ne crée pas, il reproduit ce qu'il y a dans la réalité, dans la société. D'accord? D'une certaine façon, c'est sa manière à lui de se défendre. Mais quand même, Michel Houellebecq est quelqu'un qui fait confondre ces instances, personnage narrateur, auteur et narrateur, auteur et écrivain. Mhm. En plus, il y a ce genre de personnalité insubordonnée. Je vais vérifier si c'est correct comme ça, parce que ça me sonne. Insubordonné, non? Insubordonné. Insubordonné, peut-être. Ouais. Non, insubordonné, qui refuse d'obéir, insubordonné. Je peux écrire ici pour vous. Ça sonne bizarre, mais c'est insubordonné. C'est comme un donner, le verbe donner, insubordonné. Mhm. Voilà. Qui refuse d'obéir aux ordres et de se soumettre. Et d'une certaine façon, c'est ce genre, il est polémique justement parce qu'il refuse de se soumettre aux ordres de la société. Mhm. Et si aujourd'hui on parle du politiquement correct ou certaines choses, il fallait bien ne pas dire pour la bienséance, n'est-ce pas, la diplomatie, la bienséance du décorum. Par contre, ce genre de personnage s'en fout. Il y a même un moment qu'il répond comme ça à un journaliste dans une des interviews. Je m'en fous, je m'en fous. Mhm. C'est bizarre de voir un écrivain d'utiliser ce genre de langage à la télé. Mhm. Ouais. Je suis désolé, en portugais, je traduirais ça comme tô pouco me fudendo. Mhm. N'est-ce pas? Et donc, c'est quelque chose de très compliqué. Je suis d'accord avec toi. J'aimais bien la discussion dans le sens que lui, comme écrivain, il nous fait penser. Et ça, c'est la culture, et ça, c'est l'art. C'est un des objectifs de l'art. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est juste parce que, imaginons la communauté musulmane, la communauté des femmes qui ont déjà été agressées par quelqu'un, les femmes qui n'ont pas encore de droits respectés. On voit quelqu'un qui s'en fout, mais Oui. qui, au même temps, il gagne d'argent pour écrire ce qu'il veut. Je veux pas dire, je ne veux pas les censurer, pas du tout, c'est pas le cas. Mais en même temps, dans une époque aujourd'hui, différemment, de plus en plus, on fait, peut-être d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, il peut faire un changement d'écriture, je sais pas, il a ses droits s'il veut, ou sinon, il va rester comme ça. C'est juste parce que non, ça... il pense qu'il va pas trop loin, il pense. Oui, parce qu'il dit qu'il a trop abusé de l'alcool et de la cigarette, et on voit son visage, c'est déjà un peu maltraité. Et il me semble qu'il a la soixantaine, je sais pas. Et il pense que quand il finit un roman maintenant, c'est difficile à penser à un prochain, parce que ça met du temps quand même à écrire. J'imagine parce que c'est pas facile de se porter contre, avoir cette image contre une partie de la société. Il faut tenir debout ces idées, surtout quand la majorité des gens vont dire non, c'est pas bon, c'est pas juste, c'est pas correct. Ça demande de l'effort de sa part, mais
Je suis entre les limites entre la personne, l'être humain, Michel Houellebecq, l'auteur, l'acteur aussi, parce que si tu nous as montré 3 photos des écrivains différents, des époques différentes, mais qui ont la même esthétique. Est-ce que c'est un choix de faire comme ça, de jouer un rôle, d'avoir de se mettre autour de cette impression pour donner des gens cet imaginaire, voilà. Oui, c'était quelque chose de un cliché entre les intellectuels que, surtout en France, qu'il faut, si on n'est pas pessimiste, c'est-à-dire qu'on est naïf, n'est-ce pas? Qu'avec la réalité qu'on a, il faut toujours être pessimiste. Si on est joyeux, si on est heureux, c'est parce qu'on ne connaît pas la réalité. Et raison pour laquelle il y a un profil, je ne sais pas, sur Twitter ou sur une page sur Facebook, qui s'appelle Intelectuais vão à praia. Et si je ne me trompe pas, il y a une photo de Walter Benjamin en maillot de bain, justement pour parler que même les intellectuels sont capables de profiter de la vie et d'être quand même un petit peu heureux. Ben voilà, mais je pense que c'est en fait ma manière à moi de analyser ce genre de phénomène littéraire, c'est en fait même j'analyse la réalité à partir de ce que la réalité me donne. Ça, c'est ma manière à moi. Moi, par exemple, je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un de sensible aux utopies. Ah, la société devait être comme ça parce que ce serait meilleur, mieux, ou je sais pas quoi. Non, ce n'est pas donné. La réalité est une autre. Normalement, ma manière à moi, c'est d'analyser la réalité, la société telle comme elle est, telle comme elle se manifeste. Et c'est ce qu'on peut faire avec, n'est-ce pas? Si on peut transformer, si on peut réformer, oui, on pense, on analyse, on regarde, on a cette perception et on essaye de changer les choses. Et pas une grande révolution qui sera capable de tout changer et on vivra dans une société parfaite. Et en littérature, j'ai plus ou moins la même posture, la même attitude. Tu vois, ça existe, il est là, Michel Houellebecq, il est là, il fait publier ses romans, ils sont inquiétants, ils sont dégoûtants, oui, mais il est là. Et en plus, pas seulement il est là, comme il est lu. Oui. Ça fait presque un jeu de mots, il est là, il est lu. Mais c'est ça aussi, en fait. Il faut comprendre aussi pourquoi les gens le lisent. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans cette littérature qui attire les lecteurs? C'est juste le goût de la polémique? Ou, et là, c'est une question importante à se poser parce que lui aussi, il fait ce profil de l'homme blanc, hétérosexuel, etc. Quoi d'autre? Du centre politique du monde, Voilà. d'une classe sociale, économique bien, quoi. Et donc, aussi, c'est facile de dire certaines choses à partir depuis sa place. N'est-ce pas? Donc, oui, mais quand même, c'est ça. Si lui, il nous présente un portrait de la société actuelle, on ne peut pas tourner le visage. Non, pas du tout. Voilà. Donc, je reviens ici dans la discussion sur la posture d'auteur. Et donc, voilà, nous avons comme définition de posture une manière singulière d'occuper une position objective dans un champ.
Donc, une manière singulière, propre, personnelle, d'occuper une position objective dans un champ, balisée quant à elle par des variables sociologiques. D'accord? Donc, d'une certaine façon, selon, mais on entend, mais qu'entend-on ici par posture? Elle constitue, selon Alain Viala, qui reformule une notion utilisée au passage par Bourdieu, le sociologue français, comme une manière singulière d'occuper une position objective dans un champ. Un champ, pour Bourdieu, c'est tout un domaine, en quelque sorte, tout un domaine de savoir, avec tout ce qui forme, conforme, englobe ce domaine. Quand on parle de littérature, par exemple, les champs littéraires, ça veut dire les œuvres, les écrivains, les lecteurs, les maisons d'édition, la communauté de lecteurs, la circulation d'informations, la critique sur ces œuvres, donc tout ce qui est autour de cet objet littéraire, ça nous aide à faire les champs littéraires, la tradition, la confrontation de la tradition. Donc c'est un concept assez large, mais qui nous aide quand même à fermer à une forme autour de quelque chose, d'un objet. Et une façon personnelle d'investir ou d'habiter un rôle, voire un statut. Donc ça, c'est déjà important, une façon personnelle d'investir ou d'habiter un rôle. Donc un rôle, un papel. Il faut comprendre ici comme un rôle social. Un auteur rejoue ou renégocie sa position dans les champs littéraires par divers modes de présentation de soi ou de posture. Donc, cette idée de posture-là, elle est liée ou on peut la définir comme tous ces divers modes de présentation de soi. D'accord? Raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que c'est important de voir le physique, la figure, le portrait de certains écrivains comme Michel Houellebecq. N'est-ce pas? Par exemple, Karl Ove, son nom c'est difficile à prononcer, Karl Ove Knausgaard, comme il parle assez souvent, il y a un ton mélancolique, quelque chose comme ça. Assez souvent dans ses interviews, il a ces personnages grands et un peu recourbés. Il parle toujours un peu comme ça, comme s'il était toujours enfermé sur soi-même. Vous voyez, il ne sera jamais un personnage solaire, ouvert, comment je peux dire, tourné vers l'extérieur. Vous voyez, c'est toujours quelqu'un refermé avec sa cigarette qui regarde à l'intérieur. Donc, c'est cette présentation de soi. Et à partir du moment que Houellebecq commence cette transformation à devenir ce personnage bizarre, il commence à composer aussi la figure ou la posture, cette posture d'auteur. On passe à confondre l'écrivain avec l'auteur. Et c'est intéressant de parler de ça parce que, vous voyez, c'est la présentation de soi. C'est-à-dire que l'écrivain s'occupe, il soigne sa façon de se présenter en public. Vous savez très bien que vous-même, vous jouez des différents rôles sociaux en société. N'est-ce pas? Votre rapport avec moi se passe d'une certaine façon. Nous avons une certaine distance, nous avons un respect mutuel, etc. À la maison, avec vos parents, vos sœurs et frères, c'est complètement différent. Avec vos camarades, vos amis, vous êtes une autre personne, n'est-ce pas? Et par exemple, pour parler des postures,
moi, je soigne ma présentation de moi-même en tant que professeur et vous n'allez pas retrouver d'images, des photos sur mes réseaux sociaux bourrés dans un bar. C'est quelque chose que moi, je fais attention. Probablement d'autres professeurs, vous allez retrouver plusieurs images. Vous allez peut-être me retrouver un jour après la pandémie dans un bar complètement bourré, hors de moi. C'est possible, mais je ne vais jamais mettre une photo pareille sur un réseau social parce que je fais attention à l'image publique, parce que je suis professeur, je représente une institution, etc. Ça, c'est une opinion personnelle. D'accord? Je ne vais pas imposer cette option, cette opinion à mes collègues de professeurs ici. N'est-ce pas? On continue encore un petit peu. Le pseudonyme, si fréquent dans la tradition littéraire, apparaît comme un indice postural. C'est un indice de posture d'auteur. Et Michel Houellebecq, c'est un pseudonyme. Il s'appelle Michel, mais pas Houellebecq. Houellebecq est une construction, j'oubliais ce que veut dire ces surnoms, mais c'est une espèce comme on dit, des noms des plumes, un pseudonyme. Et la posture d'auteur, elle a deux dimensions. Une dimension non discursive, l'ensemble des conduites non verbales des présentations de soi, c'est-à-dire vêtements, allure. Allure, ici, c'est plutôt je traduis comme postura, ares, uma aparência, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, il y a une dimension qui n'est pas discursive, qui n'est pas verbale, c'est-à-dire cette présentation physique de soi-même, les vêtements qu'on met, la façon de se peigner les cheveux, d'avoir les cheveux, etc. Vous voyez, je pense je sais pas, penser à Souple, par exemple. Tout ce qu'il a autour de lui pour construire ses personnages punk. N'est-ce pas? Et vous voyez comment c'est construit quand même. N'est-ce pas? J'aime bien Souple, je le trouve sympa, mais à mon avis, il est tout moins punk. Dans l'essence, il est tout moins punk. Et deuxième dimension, une dimension discursive, un ethos discursif. C'est quelque chose qui est présent dans les discours. Et dans ces cas, Michel Houellebecq, par exemple, il a ce rapport entre les idées que je viens de vous expliquer. N'est-ce pas? Quoi d'autre ici? Et pour le dire sous forme synthétique, la posture inclut les conduites non verbales de la présentation de soi et l'éthos discursif. En fait, c'est une répétition. En fait, je m'arrête là aujourd'hui parce qu'il est déjà presque 10 heures et je continue cette discussion mardi de la semaine prochaine. Donc, jeudi, on aura la discussion finale sur Chanson douce en groupe. Et mardi de la semaine prochaine, on continue cette discussion sur Michel Houellebecq. Donc, je sais que pour lundi de la semaine prochaine, vous avez l'activité sur Chanson douce pour faire. Mais essayez quand même d'aujourd'hui à jeudi de la semaine prochaine de lire parce que je vais vérifier ici. Nous aurons plus ou moins 3 ou 4 semaines. Nous aurons 3 semaines de discussion à propos de Houellebecq. Et les romans de Houellebecq,
Je vérifie ici. Il est où? Ah, voilà. Non. Voilà. Les romans, il fait 192 pages. Donc, essayez de lire par semaine 60 pages environ, 60-70 pages, pour qu'on arrive à la fin d'avril avec le livre lu complètement. D'accord? Et donc, si vous voulez, je répète ici, si vous voulez, suivez la lecture avec l'audio, ça peut vous aider quand même à avancer plus vite dans la lecture. Et comme je vous ai dit, si vous faites si vous suivez la lecture 6 jours, 60 minutes, vous finissez la lecture en une semaine. D'accord? Vous avez des questions par rapport à aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était plutôt cette introduction, mais je continue mardi de la semaine prochaine à l'introduction de Michel Houellebecq. Et probablement, je vais entrer dans les débats sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, littérature engagée et responsabilité de l'écrivain. Parce que ce sont des choses qui vont graviter autour de la discussion de cette œuvre. D'accord? Des questions, pas de questions? On peut terminer? Oui, ça va. OK. Et Daniel, tu avais écrit ici parce que de l'autre côté, il y a des milliers de gens qui ont cette même pensée, qui ont aussi besoin d'être écoutés et représentés. Voilà. OK. Donc, je vous dis à jeudi et préparez-vous bien pour le débat autour des chansons douces pour qu'on profite bien ces moments ensemble de discussion d'un livre assez intéressant. OK? D'accord. Donc, je vous dis au revoir et à jeudi. À jeudi.